On va commencer. Donc déjà, merci d'être là. On va parler d'un atelier qui s'appelle Example Mapping. Donc ça va être une conf un peu plus conventionnelle. On va pas sortir de guitare ou chanter. Avant ça, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Arnaud Langlade. Je suis artisan logiciel en freelance. Je suis aussi co-organisateur d'Agile Pays Basque, qui est notre conf sur l'agilité dans le Pays Basque. On n'a pas fait original pour le coup là. Et j'en profite pour vous partager mon nickname sur les réseaux sociaux. Alors pour info, logiquement Agile Pays Basque, si tout va bien, ça devrait s'organiser courant septembre. Il faut encore qu'on finalise la date. Donc on vous tiendra au courant sur les réseaux sociaux. Je pense qu'on a été la plupart d'entre nous dans ce cas-là où du coup une nouvelle feature, un nouveau produit arrive et on doit le développer. Donc c'est le moment où en général le product manager va arriver, rassemble l'équipe et on va faire des backlog refinement ou des grooming. Enfin, ces réunions ont tout un tas de noms. Le but c'est que toute l'équipe soit dans une salle et le product manager va expliquer en gros l'attendu. Moi, cette façon dont j'ai ressenti ces réunions, c'est qu'en général c'était des réunions hyper longues où quelqu'un présentait des choses. Et on avait quand même un sens un peu unidirectionnel sur la conversation, même si on n'était pas interdit de parler en tant que tech, mais c'était plutôt le product manager qui présentait les choses, on écoutait, on essayait de comprendre, et des fois on posait des questions. Mais grosso modo, on a été un peu passif, on écoutait ce qu'il devait faire, quoi. Donc c'est compliqué de rester concentré jusqu'à la fin, surtout quand il y a des réunions qui durent 2 heures. Ça reste quand même humain, quoi. En plus, une réunion qui est hyper longue, c'est le meilleur moyen pour perdre le focus. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va avoir une idée, on va commencer à explorer cette idée, du coup, on parle, on débat, et en fait, on parle de quelque chose qui n'a rien à voir avec le sujet initial de la réunion. Moi, ça m'est déjà arrivé. Commence une réunion de 2 heures, on passe 1 heure et demie à discuter de ce qui n'avait rien à voir avec le sujet du refinement, pour au final avoir la dernière demi-heure qui était hyper intéressante. Et là, c'était hyper compliqué d'être vraiment focus pour comprendre ce qui était attendu. En plus, là, ce contexte, cette réunion était en anglais, donc déjà, ça demande beaucoup plus d'énergie. Et à la fin, on nous a expliqué comment faire une transaction sur la blockchain Cardano, ce qui est pas le truc le plus simple du monde. Et en plus, après avoir divagué pendant 1 heure et demie, compliqué de comprendre tous les tenants et les aboutissants, pardon. Ce que j'ai pu constater en tant que tech dans une équipe, c'est que les product managers peuvent arriver souvent avec des solutions et pas des problèmes. C'est-à-dire que le product manager va travailler avec l'UX designer et se retrouve à penser une solution et à la présenter à l'équipe. Au lieu d'arriver avec un problème, présenter le problème à l'équipe pour après que l'équipe puisse trouver, en plus en équipe avec plusieurs cerveaux, la solution qui va être la meilleure potentiellement. Toujours plus simple à plusieurs cerveaux de trouver une solution que seulement des personnes, enfin 1 ou 2 personnes. Et pour conclure cette petite réunion, on nous demandait de mettre des petits chiffres sur des petites cartes. Perso, je suis pas du tout fan des estimations, on en reparlera un tout petit peu plus tard, mais compliqué, après avoir parlé de 2 heures d'un truc, de donner potentiellement une taille, que ça soit avec des chiffres, des jours hommes ou ce qu'on veut. Et bon, il y a quand même pas mal de papiers sur le fait que les estimations, la plupart du temps, sont fausses, et ça devient problématique quand elles se transforment en engagement. Une fois qu'on a fini toutes ces petites réunions, ce qu'on faisait, c'était cool, on pouvait enfin partir sur le... Ok, mais c'est mieux parce que je m'entends moins. Et donc là, on était prêt pour partir justement sur le fait de développer enfin la feature, quoi. Donc en tant que dev, plutôt cool, on passe à une partie que on maîtrise à fond. Et ce qui a pu arriver à ce moment-là, c'est le fait que comme potentiellement en soi, on n'était pas resté concentré ou on n'avait pas eu, en gros, on n'avait pas posé toutes les questions parce qu'on s'en était peut-être pas rendu compte. Des fois, c'est compliqué de parler d'un truc et d'avoir la big picture.
Et là, on avait les allers-retours avec les PM au moment où on développait les choses, quoi. À poser des questions. Le problème, c'est que le PM, c'est quelqu'un, enfin, en tout cas, de mon expérience, a un agenda hyper compliqué. Donc, pour trouver des petits créneaux pour poser les questions, etc., on se retrouvait avec des allers-retours asynchrones hyper compliqués et non, du coup, ça facilite pas le dev, quoi. Et comme le disait Alberto Brandolini, c'est pas le savoir des parties prenantes qui part en production, mais bien l'ignorance des devs. C'est-à-dire que moi, si en tant que dev, je comprends pas ce qu'on doit faire, ou je comprends quelque chose, mais qui n'a rien à voir avec ce qui est attendu, potentiellement, je vais travailler sur quelque chose, je vais vouloir le shipper, au moment où je vais vouloir le shipper, on va me dire, non, c'est pas ce qui t'est attendu. Donc, de mon côté, en tant que tech, ça veut dire que je vais être quand même un minimum frustré, c'est-à-dire que j'aurais travaillé sur quelque chose qu'on va me dire, non, il faut tout refaire. Et c'est la même chose côté parties prenantes. On va dire, potentiellement, Arnaud, il a travaillé X jours sur quelque chose, on le benne. Donc forcément, pour une partie prenante, c'est du temps perdu, de l'argent perdu. Et là, en général, quand on sort une partie prenante, on perd de l'argent. Ils aiment pas des masses. Donc la solution pour résoudre ce problème, en tout cas la solution que moi j'ai trouvée, et je pense que vous doutez de ce que c'est l'example mapping. L'example mapping, c'est une méthode qui a été inventée et popularisée par Mike Twain. Donc, c'est une méthodologie qui va permettre d'avoir une discussion courte et très productive. Un atelier d'example mapping, c'est pas plus d'une demi-heure. Donc, exit les réunions de 2 heures où on a du mal à suivre. En tout cas, moi, j'étais assez content là-dessus. Et le but, ça va être de clarifier tous les critères d'acceptance d'une story. Et ça, ce qui va être bien, c'est que ça va permettre de pouvoir aligner toute une équipe sur les problèmes qu'elle va résoudre. Et idéalement, les problèmes métiers. Alors maintenant, on va voir de qui on a besoin pour organiser ce workshop. On va avoir besoin de ce qu'on appelle les 3 amis. Donc dans les 3 amis, forcément, il y a le product manager. C'est lui qui définit quand même la stratégie produit. C'est lui qui définit vers où on doit aller. Et c'est lui qui va expliquer quand même le problème à l'équipe qui va trouver la solution, et les gens qui trouvent la solution, c'est les ingénieurs, les devs. Ils sont là pour comprendre le problème et trouver une solution. Et il y a aussi les QA. Alors après, toutes les entreprises n'ont pas de QA, mais quand vous en avez un, invitez-le, parce que en plus d'aller chercher les petits bugs, il peut aussi s'assurer que ce qui est livré correspond bien à ce qui était attendu. Et donc c'est pas mal. Dans les expériences que j'ai eues, la plupart du temps, le product manager avait 2 casquettes. Il avait le rôle de product manager, donc on définit la stratégie produit, mais il avait aussi le rôle d'expert du domaine, c'est-à-dire le rôle de la personne qui le sachant d'un point de vue métier, et du coup, dès qu'on avait une question sur comment on devait implémenter telle ou telle chose, c'est le product manager qui lui répondait. Mais dans certaines entreprises, vous pouvez avoir en interne des experts du domaine. Donc il ne faut pas hésiter à les inviter dans vos ateliers d'example mapping, parce que en gros, c'est eux la source de vérité, c'est eux qui connaissent réellement le métier. Et ça va potentiellement éviter de propager des incompréhensions. Parce que si vous demandez quelque chose à votre product manager qui n'est pas expert dans ce domaine-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander à l'expert du domaine de lui expliquer quelque chose. Enfin, du moins le métier. Et après, il va le restituer à l'équipe. Donc il va restituer sa compréhension de ce que lui a expliqué le product manager. Si on prend un petit exemple, vous faites un logiciel de compta, vous avez un comptable en interne, autant éviter, si vous avez un point hyper précis sur la comptabilité que vous voulez implémenter, votre comptable, il va vous expliquer, et ça évitera potentiellement de comprendre de mauvaises choses et travailler sur quelque chose au final qui n'est pas spécialement vrai. Donc ce qui est pas mal avec cet atelier, c'est que, en tout cas pour moi, c'est fini les grosses réunions où on passe des heures à écouter quelqu'un, et au final c'est compliqué d'assimiler, je trouve, les choses, surtout quand on est en posture un peu comme vous écoutez quelqu'un, et là l'avantage c'est que ça va être 50 minutes, mais quand c'est des réunions qui durent 2 heures et des fois qui débordent parce qu'on parle de tout et n'importe quoi, c'est compliqué, quoi. Donc ça va être un moyen aussi efficace de pouvoir partager le savoir, commencer à explorer en gros tous les cas d'utilisation, commencer à explorer les limites de ces cas, et du coup clarifier toutes les ambiguïtés. Et ce que j'aime bien aussi, moi, c'est que je trouve que ça casse les silos au niveau d'une équipe.
On peut vite avoir des équipes où en gros il y a des rôles, c'est-à-dire qu'il va y avoir des devs qui font la tech, un product manager qui fait des cartes et un QA qui fait du test. Et ça peut être... on peut vite avoir des silos dans une équipe et il faut pas oublier que si on veut produire du logiciel, c'est avant tout un sport d'équipe. Donc vaut mieux qu'on travaille ensemble que passer des tickets de main en main, quoi. Et ça, l'avantage de Example Mapping, c'est qu'on va tous se mettre dans une pièce pour essayer de comprendre ensemble les problématiques et qu'après on va résoudre en équipe aussi. L'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de grand-chose pour organiser cet atelier. Alors il y a deux cas, le cas présentiel, le cas distanciel. Donc le cas présentiel, on va avoir besoin de fiches cartonnées dans de 4 couleurs différentes. Donc c'est du jaune, du vert, du bleu et du rose. Et d'une grosse table. Donc l'équipe va pouvoir se mettre autour de cette table-là et disposer ces fameuses fiches cartonnées. Si on utilise plutôt des fiches cartonnées et une table versus des post-it, c'est que bon, des post-it, quoi qu'il arrive, on va devoir les déplacer X fois, il y a de fortes chances qu'au moment ça colle plus. En même temps, il y a toujours la galère des post-it, les gens savent pas les décoller, du coup on n'y voit jamais rien dessus, etc. Donc là, l'avantage, c'est qu'on peut avoir toute une équipe autour d'une table, disposer tout ça et bouger ça, et c'est quand même beaucoup plus simple. En remote, plus compliqué d'avoir des tables. Donc du coup, il y a des outils qui permettent de faire ça, et on en reparlera un tout petit peu plus tard. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai peut-être un biais, parce que j'ai dû organiser à peu près 90% de mes ateliers en remote. Donc potentiellement, ça va être un retour d'XP en fonction de ce que j'ai pu vivre. Et je risque de parler de post-it à la place de fiches cartonnées, pour être honnête. Alors, maintenant, on va passer à comment se déroule un atelier d'example mapping. Donc, on va prendre un use case qui est hyper simple, c'est la création d'un compte sur une plateforme. L'avantage c'est s'il y a des techs ou des non-techs, c'est à minima, c'est soit les techs l'ont déjà implémenté, soit les non-techs, il y a de fortes chances que vous ayez créé un compte sur une plateforme. Donc, c'est à peu près, ça va être compris assez facilement par tout le monde. Le but, c'est pas que je passe 2 heures à vous expliquer un cas métier hyper compliqué et avoir plutôt quelque chose de simple pour voir comment se déroule l'atelier. Donc on commence par écrire le nom de la story sur un post-it jaune. Et à partir de là, c'est le product manager qui va rentrer en scène et qui va commencer à lister les règles métiers de la story à l'équipe. Donc ici, pour créer un compte, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit il faut qu'on fournisse un email et un mot de passe pour créer le compte. Et l'autre règle métier, ça va être on ne pourra pas utiliser 2 fois le même email pour créer un compte sur la plateforme. L'étape d'après, en fait, ça va être d'illustrer toutes les règles métiers que votre product manager vous a données avec des exemples concrets. Et ça va permettre vraiment de rendre la règle métier déjà claire et être sûr que tous les membres de l'équipe ont bien compris ce qui était attendu derrière cette règle métier. Pour écrire des exemples, la version que j'ai le plus utilisée, moi, c'est une version simplifiée du Given When Then. Donc ça, c'est du BDD. Donc le Given, en gros, on définit tout ce dont on a besoin pour le When exécuter une action. Et le Then, en fait, on va spécifier le résultat de l'action. Ici, si je parle de version simplifiée, c'est tout simplement parce qu'en général, Given When Then, c'est du gherkin. Et chercher à faire du gherkin, surtout quand l'équipe est pas mature là-dessus, sur un atelier d'example mapping, il y a plus de chances que vous bataillez sur la forme que sur le fond, à faire de beaux scénarios bien écrits, etc. Moi, ce que j'aurais tendance à vous conseiller, c'est aller droit au but. Ce qui est important dans ces ateliers-là, c'est partager, réunir les techs et non-techs qui discutent, que le besoin soit réellement compris, plutôt que faire de beaux scénarios gherkin qu'on va mettre après dans les code base. Donc si on continue... Oui. Par rapport aux exemples dont tu parles, c'est apporté par le PM ou c'est défini en réunion ? Ça va être défini ensemble. Après, le PM forcément a des exemples à donner parce que c'est lui qui arrive avec un besoin, une problématique, et forcément déjà on commence par exprimer les règles métiers et à partir de là potentiellement, moi je suis dev, il me sort par exemple une première règle métier, je vais peut-être commencer par lui demander donne-moi un exemple. Et on va commencer une discussion là-dessus, et au bout d'un moment, on va enchaîner les exemples, et c'est la discussion après entre tech et non-tech qui va qui va permettre de construire et c'est ce qu'on va voir un tout petit peu là.
concrètement, on a une règle métier. Donc là, je vais me retrouver potentiellement à demander à mon PM, donne-moi un exemple. Et il va commencer par, et même vaut mieux commencer en équipe par le cas passant. C'est-à-dire que ici, à minima, j'ai besoin de quoi? Je vais avoir besoin de fournir mon mail et un mot de passe. Et dans ce cas-là, le résultat qui va être attendu, c'est mon compte est enfin créé. Donc ça, c'est plutôt cool. Le cas est assez simple, on a posé les bases. Et à partir de là, on va commencer à gratter tous les cas qui ne fonctionnent pas. Typiquement, je donne un email qui est vide. Et dans ce cas-là, je vais avoir une erreur. Je donne un password qui est vide, je vais avoir une erreur, etc. On est d'accord ici, on est sur un cas hyper simple. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On va passer à l'autre règle métier. Et même aux autres règles métiers. C'est juste que là, il n'y en a que 2. Donc, l'autre règle métier, c'est que je peux pas utiliser 2 fois le même email pour créer un compte. Déjà, je vais commencer par définir le cas passant, c'est-à-dire que personne est enregistré sur la plateforme. Quand je tente de créer un compte avec l'email arnaud.com, @compagnie.com, dans ce cas-là, je peux créer mon compte. Et on va commencer à explorer tous les cas qui ne fonctionnent pas. Le cas qui fonctionne pas, typiquement, c'est arnaud@compagnie.com a été déjà utilisé comme email pour créer un compte sur la plateforme. Donc quand je tente de créer un compte avec ce même email, j'ai une erreur, etc. Et là, on va dépiler toutes les règles métiers. Mais c'est aussi le bon moyen pour challenger le product manager. Et des fois, le product manager, il peut pas anticiper tout, notamment sur un use case comme ça, qui est quand même un minimum technique. Et bien là, un dev peut arriver et justement challenger le product manager. Et lui demander, mais qu'est-ce qu'on fait sur la sécurité? Notamment le password, on accepte n'importe quel type de mot de passe ou pas? Et du coup, les discussions peuvent amener à créer une nouvelle règle métier qui va justement expliquer que le mot de passe doit être sécurisé. Donc dans ce cas-là, je veux à minima que le mot de passe contienne des majuscules, des minuscules, un chiffre et des caractères spéciaux. Et on repart dans la discussion où on va illustrer avec des exemples concrets cette règle métier. Si je devais vous donner des petits tips pour écrire des exemples, déjà utiliser de vraies données. Notamment ne pas chercher à faire ce qu'on peut faire chez les devs, mettre des fous ou barres, etc. Parce que c'est des trucs qui sont pas réellement explicites. Et autant utiliser de vraies données, ça va rendre l'exemple beaucoup plus clair et vraiment concret, quoi. Comme je le disais, commencer par le cas passant, donc ça va être le cas le plus simple qui va illustrer ce qu'on va devoir faire, et après commencer à aller chercher tous les cas qui ne vont pas fonctionner, ou tout du moins tous les cas d'erreur, et ça permettra d'avoir vraiment une overview de la règle métier et de tous les cas qu'on va devoir traiter. Et aussi, il faut s'assurer que tous les exemples soient directement reliés à la règle métier. Et ça, on en parlera un tout petit peu plus tard. Après, je vous ai parlé d'un format qu'on peut assimiler à du Gherkin, mais c'est pas le seul format. On pourrait très bien utiliser des dessins, si par exemple un petit dessin, un petit croquis, fait en sorte qu'on puisse expliquer beaucoup plus facilement la règle métier. Typiquement, si là on était retour dans la cour d'école où on gère un sac de billes, on pourrait très bien dessiner un sac de billes avec 7 billes, et si par exemple l'action ça en prend 2, je peux dessiner un sac de billes où il y en a plus que 5 dedans, etc. Globalement, moi ce que j'aurais tendance à vous conseiller, c'est utiliser le format qui va vous permettre de pouvoir créer une discussion et faire en sorte que les textes et non-textes soient clairement alignés à la fin de vos ateliers, quoi. Peu importe le format que vous utilisez, quoi. La dernière couleur de post-it qu'on n'a pas vue, oui. Pardon. Est-ce que le format en schéma pour illustrer peut être pertinent ou pas? Si il te semble pertinent, je dirais que oui. Ça m'est déjà arrivé de faire un atelier d'example mapping où en fait on a commencé à faire rentrer des choses dans la version simplifiée du Given Wenzen, et ça marchait pas, et du coup on a juste dessiné des choses, et en fait ça permettait juste ça a permis de clarifier la discussion et d'illustrer les règles métiers. Donc c'est pour ça que j'aurais tendance à pas me formaliser sur un format, et comme tout, il y a toujours quelque chose qui se fait by the book et versus la réalité où on tente de faire un atelier ou n'importe quoi, et du coup faut l'adapter au contexte.
Et donc, dernière couleur de post-it, ça va être le rose. Et en fait, ça va nous permettre de pouvoir relever toutes les questions qu'on peut avoir ou tous les problèmes qu'on va rencontrer pendant l'atelier. Un atelier d'example mapping, c'est pas plus d'une demi-heure. Donc, si vous commencez à débattre sur quelque chose dont vous n'avez pas la réponse, vous allez griller votre atelier pour un débat qui servira strictement à rien. Donc dans ce cas-là, vaut mieux noter cette question sur un fameux post-it rose, se laisser du temps et y revenir. Le PM peut pas avoir des réponses à toutes les questions, et même l'expert du métier. C'est un avocat, je suis pas sûr qu'il connaisse tous les codes civils, pénaux, etc. Par contre, il a la faculté d'aller chercher l'information pour répondre à une question précise. Et du coup, l'expert du métier ou le product manager, c'est la même chose. Donc du coup, on note les questions, on se laisse du temps, et du coup, on a une réponse, et on perd pas 30 minutes à essayer de débattre de quelque chose qui au final, on pourra pas trouver une réponse. Grosso modo, c'est tant qu'il y aura des questions, en gros des post-it roses, ou que l'équipe a des questions, c'est ça aussi, c'est important. Le but, c'est quand même que l'équipe tech pose toutes les questions quand elle ne le comprend pas, pour justement clarifier les ambiguïtés. Et à partir du moment où on a levé toutes ces questions, eh bien, la story peut partir dans le backlog. On a dégrossi en équipe et on a compris ce qui était attendu. On pourrait se dire, coolos, hein, c'est assez simple, 4 post-it, demain je mets ça en place et ça va bien se passer. Bon, concrètement, la première fois que j'ai essayé d'organiser un atelier d'example mapping avec une équipe qui n'avait jamais fait ça, ça s'est pas passé aussi bien que dans la presse. Pourquoi ? Déjà, forcément, quand vous commencez à mettre quelque chose en place, il y a un peu d'inertie. Le temps que tout le monde comprenne comment l'atelier se passe, comment en fait avoir une certaine habitude, une certaine routine, ça prend un peu de temps, quoi. Donc potentiellement, si demain vous dites tiens, je vais mettre ces ateliers-là en place, forcément les premiers ils peuvent être un peu compliqués et plus vous allez en faire et plus ça ira en fait. J'ai rencontré un autre problème aussi, c'est que les stories étaient pas assez préparées. J'ai pas mal travaillé ces dernières années dans la Startup Nation et ça bouge pas mal et surtout les équipes bougent pas mal. Je me suis retrouvé sur un projet où le product manager était nouveau. Alors pourtant il était senior dans son rôle, mais bon, c'est pas avec un onboarding d'une semaine où on a quelques réunions, on va comprendre tout le contexte métier, définir une stratégie produit, etc. Donc forcément, quand on arrive sur des ateliers d'example mapping, les stories, il peut avoir des trous. Et donc du coup, ça peut être compliqué à lancer cet atelier-là, notamment lister toutes les règles métiers, tout ça. Je disais, la Startup Nation aussi, ça implique quoi ? Que le business, des fois, on le cherche. Donc, il n'est pas spécialement clair. Un coup, on va à droite, un coup, on va à gauche, etc. Donc, ça peut complexifier aussi les choses. Mais on ne s'est pas laissé abattre et on a trouvé des solutions à ça. Vu qu'on n'arrivait pas à lancer l'atelier, à lister les règles métiers, à voir toutes nos règles métiers, on a commencé à discuter et on s'est servi des exemples pour justement illustrer les propos. Et en fait, ça a permis d'avoir une discussion où à chaque fois que le product manager disait quelque chose, eh bien, on le validait par un exemple concret. Après, on passait à un autre exemple, etc. Et au bout d'un moment, ça a permis d'avoir quand même une vision claire de ce qui était attendu. Ça nous a permis aussi de pouvoir challenger notre product manager, lui donner aussi des remontées, etc. Et on a pu s'aligner sur ce qui était attendu. À partir de là, ce qu'on a fait, c'est regrouper ces exemples plus ou moins par thématique qui nous semblait cohérente, et on a pu faire émerger nos règles métiers. Alors, je parlais d'organiser des choses by the book. Là, clairement, on n'y est pas si on prend les ressources qu'on peut trouver en ligne. Mais cette façon de faire, ça nous a permis d'avancer dans un cas où c'était un peu bloqué. C'est pour ça que je vous le partage. Si ça peut vous arriver, ça peut être un moyen un peu de faire l'atelier à l'envers, mais d'avoir le même résultat. Maintenant, je vais vous partager potentiellement ce que j'ai appris en organisant quand même pas mal d'ateliers avec des équipes différentes. J'en parlais tout à l'heure, le fait que tous les exemples ne soient pas reliés à une règle métier. Et en gros, ça, vous pouvez avoir un indicateur, c'est à partir du moment où une règle métier va se retrouver avec beaucoup d'exemples, c'est que il y a quelque chose qui ne va pas. Tout à l'heure, en fait, quand on a parlé du password, on aurait pu très bien rajouter tous les exemples liés au password sur la règle métier principale, parce que c'est à partir de cette règle métier qu'on a eu cette discussion. Et là, on peut voir que tous les exemples liés à la règle métier
ne sont pas directement liés à cette règle métier. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez trop d'exemples, il faut refaire le tour des exemples, vérifier qu'ils soient bien liés à la règle métier, et si c'est pas le cas, ça veut dire qu'il faut en extraire une partie et définir une nouvelle règle métier. Potentiellement, ça peut être une nouvelle règle métier, oubliée, enfin, du moins, soit une nouvelle, soit une règle oubliée. Et ça va vous permettre aussi d'avoir un maximum de règles métiers et d'avoir quelque chose de peut-être plus explicite et plus clair. Ce que j'aime bien faire avant d'envoyer vraiment les stories dans le backlog, c'est challenger une dernière fois mon product manager. Et j'aime bien lui demander, dans toutes ces règles métiers, c'est quelles sont les règles métiers qu'on pourrait appeler must-have versus nice to have. Le must-have, c'est sans ces règles métiers, la story n'apportera strictement aucune valeur en production. Et les nice to have vont être là pour améliorer, en gros, les règles qu'on pourrait appeler must-have. Et si on se retrouve avec beaucoup de règles nice to have, ça peut être bien aussi de voir s'il n'y a pas des thèmes ou des thématiques qui se dégagent. Et ça, qu'est-ce que ça permet de faire? Et ça peut permettre de redécouper une story qui est trop grosse en plus petites stories. Parce que de petites stories, qu'est-ce que ça permet? Ça permet de les shipper plus rapidement. Toujours plus simple de livrer un petit truc que un énorme truc qui ressemble à un Epic ou à la limite un nouveau produit. Ça prendra plus de temps. Et pourquoi c'est bien de shipper des petites choses? C'est parce que ça rassure aussi les parties prenantes. À partir du moment où une partie prenante voit que, à minima dans le Kanban, des choses bougent à donne, ou des choses arrivent en prod, c'est encore mieux quand vos parties prenantes sont connectées à ce qui se passe réellement, et pas juste à des chiffres. Eh bien, ça va les rassurer. Parce que vous allez apporter régulièrement des choses en production, et ça c'est plutôt bien. Et ce qu'il faut éviter au maximum, c'est l'effet tunnel. L'effet tunnel, c'est commencer quelque chose, on va y passer 2-3 jours, ça se transforme en 1 semaine, 2 semaines, au bout d'un moment on sort nos collègues tous les jours, c'est bon, ça va partir en prod, résultat ça part pas en prod. Vous mettez 3 semaines ou plus, enfin peu importe le nombre de jours que vous mettez à shipper, vous mettez du temps à shipper, et quand vous livrez quelque chose en prod qui est gros, il y a plus de chances que vous cassiez la prod que si vous livrez un petit incrément. Quand vous livrez de petits incréments, potentiellement ça pète la prod, il faut juste revert le petit incrément. Par contre, quand c'est un gros paquet qui a beaucoup d'implications, etc., le revert en prod peut être sacrément compliqué. Et pareil, casser la prod, les parties prenantes sont pas trop au taquet. Enfin, je vous rassure, même en tant que dev, on n'est pas non plus au taquet là-dessus. Hein. Et ce que ça va nous permettre aussi, c'est pouvoir faire des prévisions. C'est-à-dire que si les stories sont petites, il y a de fortes chances qu'elles aient à peu près la même taille. Et donc ça va permettre quoi? Ça va permettre de regarder le nombre de stories qu'on a fait les itérations précédentes et potentiellement déterminer une moyenne. Cette moyenne, ça va être une vélocité. Et donc du coup, on va pouvoir savoir combien on peut mettre de stories dans les prochains sprints. Donc au lieu de se prendre la tête à donner des chiffres, plutôt passer du temps à comprendre ce qui est attendu, le découper en petites stories et faire ce qu'on peut appeler du no estimate. Et ça évitera de saouler vos devs aussi, par la même occasion. Donc ce que j'aime bien là-dedans, c'est que en fait, ça nous permet aussi de pouvoir raffiner nos stories. Moi, j'ai eu l'exemple, c'est un product manager nous demande de faire un export de données paiement. Donc en gros, c'est prendre des données de paiement et les mettre dans un CSV, quelque chose d'assez simple. On commence à faire un example mapping là-dessus, je crois qu'on avait 5-6 règles métiers. Je challenge mon product manager, je lui demande qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui l'est pas. Résultat, on coupe la story en 3 petites stories. On commence par faire la story qu'on pouvait qualifier de must-have, le strict minimum. On le push en prod. Résultat, on n'a jamais fait les 2 autres stories. Ce qui avait été livré, ça a suffi, ça permet de résoudre un petit problème, déclencher trouver une petite solution à un problème qui était rencontré par le métier. Ils ont rien demandé de plus et du coup, ça nous a évité de faire un truc trop compliqué alors qu'il n'y en avait strictement pas besoin. Et donc, ça permet d'améliorer la priorisation du backlog. Si vous travaillez sur vos stories, qu'il y a toujours la partie must-have la plus importante et qu'après vous avez des nice to have. Alors c'est pas tout le temps le cas, des fois il faut tout. Hein. Mais qu'est-ce que ça va vous permettre de faire? Ça va vous permettre de pouvoir travailler d'abord sur les chemins critiques et que vous allez pousser ces chemins critiques en prod. Et à partir de là, vous allez pouvoir mesurer ce qui se passe en prod. C'est-à-dire soit vous avez des métriques qui disent telle ou telle chose est utilisée, soit vous avez vos product managers qui vont vers vos users et qui vont demander du feedback sur on a mis ça en prod, qu'est-ce qui se passe?
Et à partir de ce feedback, vous allez pouvoir piocher dans les stories nice to have qui vont améliorer, et vous allez améliorer l'existant en fonction de vrais feedbacks et pas en fonction de suppositions. Et ça, c'est plutôt cool quand même. Et tac, oui. Côté planning, je le disais, 1 demi-heure max. Et si vous faites plus d'1 demi-heure, alors premier cas, c'est vous mettez en place l'atelier. Bon, forcément, les premiers, la demi-heure, c'est pas spécialement, ça va déborder. Par contre, si ou non vous êtes rodé et que vous avez besoin de plus d'1 demi-heure, ça veut dire que clairement vous allez découper la story. Moi, ça m'est arrivé. Alors en plus, c'était les premiers ateliers qu'on a organisés, c'était un combo. Un autre export. Alors, je fais pas que des exports dans la vie, je vous rassure. Et là, c'était les données produits où même chose. On prend les données produits, il faut les mettre dans un fichier CSV. Donc on commence à explorer, et c'était avec notre PEM en plus qui venait d'arriver, etc. Une simple chose qui devait être une story, et en fait, résultat, on a passé je sais pas combien d'ateliers là-dessus, et d'une simple story, on a découpé ça en 20 stories. Donc grosso modo, c'était un épique. Bon, c'est vrai que j'aurais pu le prévoir parce que je connaissais quand même le fonctionnel. Parce que c'était pas juste mettre des données, de simples chaînes de caractères dans un fichier, mais en gros un produit structuré de manière dynamique. Il pouvait avoir des données en fonction d'une langue, en fonction d'un scope. Potentiellement, il y avait différents types de propriétés qui devaient être traitées de manière différente. Et donc, forcément, on a fait pas mal d'ateliers, mais ça nous a permis d'avoir l'expression du besoin, qu'on soit tous alignés, découper tout ça et pouvoir le faire petit à petit. Commencer par les trucs basiques et progressivement améliorer, apporter tout pour pouvoir gérer toutes les propriétés. Un autre problème, comme je le disais, les product managers ou les experts du domaine ont un agenda hyper compliqué. Alors si on doit se retrouver régulièrement, en général, moi ce que j'aime bien faire, c'est un atelier par jour. Ça dure 1 demi-heure et ça permet de travailler et faire en sorte qu'on ait les prochaines itérations de prêtes. Donc si on peut pas se retrouver, compliqué. Donc ce qu'on avait fait, nous, c'est que toute l'équipe bookait un créneau d'1 demi-heure tous les jours, et on l'utilisait ou pas. Si on avait besoin, clairement, on faisait un atelier, sinon, au pire, ça faisait 1 demi-heure de trou dans l'agenda. On calait en général juste après notre daily, comme ça on enchaînait le daily, l'example mapping, et après on pouvait vaquer à nos occupations. Et c'était assez pratique. J'ai organisé cet atelier de 2 façons différentes. La première, c'est toute l'équipe était là. La seconde, seulement une partie de l'équipe. Moi, je suis pas fan de la seconde, tout simplement parce que là, on est plus dans le mode j'évite de défocaliser toute l'équipe. On gère plus des ressources qu'autre chose dans ce cas-là. Par contre, faire un atelier d'example mapping avec tous les membres de l'équipe, ça a l'avantage de pouvoir partager la connaissance métier à toute votre équipe. Parce que moi, si en tant que dev, je suis là à un atelier d'example mapping, mais que je développe pas la story, le code qui aura été produit pour cette story-là, il y a de fortes chances que je le retouche la semaine d'après, le mois d'après, ou même un peu plus tard. Et l'avantage, c'est que quand je vais retoucher ce code-là, j'aurai le métier en tête, je sais de quoi on parle. Et ça sera beaucoup, beaucoup plus simple de pouvoir rentrer dans le code qui aura été fait. Un autre avantage, c'est l'onboarding est hyper facilité. Moi, je me suis retrouvé sur le fait de construire un nouveau produit dans une équipe où j'étais le seul ancien. Le product manager venait d'être, c'est le fameux product manager qui venait d'être embauché. L'engineering manager, pareil. Et les 2 nouveaux devs. Donc, grosso modo, je connaissais le métier et les gens apprenaient au fur et à mesure. Et je me suis servi de ces ateliers d'example mapping pour transmettre déjà tout ce que je savais et faire monter l'équipe sur le métier. Et je trouve que ça a été beaucoup plus efficace que certaines équipes où le product manager pouvait faire ses cartes de son côté et après il faisait des petites sessions pour en parler. Dans un atelier, grosso modo, le PM il est surtout là pour partager la connaissance métier. C'est déjà arrivé que des product managers veuillent écrire les post-it à la place de l'équipe, etc. Et là on va se retrouver un peu dans le cas des refinements où en fait on va avoir les techs qui vont écouter quelqu'un. Moi ce que je vous conseillerais c'est product manager, vous êtes là, expliquez les choses, laissez le reste de l'équipe gérer ces petits post-it, etc., organiser l'événement. Comme ça va les rendre actifs et du coup ça évitera ça rendra l'atelier dynamique et tout le monde sera là et actif.
Grosso modo, tous les gens qui sont là, ils sont là pour apprendre déjà, poser des questions quand il y a des choses qui sont pas comprises, et on peut aussi challenger. Et ça peut être un bon moyen de pouvoir échanger en équipe. Dernier rôle qui est quand même assez important, c'est le rôle d'animateur. Ça va être la personne qui est là pour un peu réguler l'atelier. Notamment dans une équipe où vous pouvez avoir des gens qui peuvent être peut-être un peu timides. Donc c'est l'occasion pour l'animateur d'essayer de les faire parler, être sûr qu'ils ont bien compris. Et ça peut être aussi l'occasion de limiter un peu la parole à des gens qui sont un peu trop présents et trouver un peu l'équilibre dans vos ateliers. Le but, c'est pas faire la police non plus, mais juste faire en sorte que l'atelier se passe très bien. En plus des trois amis, vous pouvez aussi inviter d'autres personnes. Tous les ateliers que j'ai faits, l'engineering manager était là. Tout simplement parce que l'engineering manager, c'est la personne quand même qui va représenter l'équipe dans le reste de l'entreprise, la plupart du temps. C'est peut-être pas une vérité générale. Mais bon, vaut mieux qu'il soit au courant déjà des problèmes que vous êtes en train de résoudre. Et en même temps, vaut mieux qu'il soit aussi au courant du métier, quoi. Parce que ça lui permettra d'être beaucoup plus pertinent dans d'autres réunions de managers. Et après, vous pouvez inviter n'importe qui peut être intéressé par ce que vous faites. Ça peut être un moyen un peu plus fun que faire des petits rapports pour expliquer où vous en êtes. Moi, par exemple, les ateliers que j'ai organisés au moins en présentiel, on était dans une salle qui était passante, c'est-à-dire que tous mes collègues qui sortaient de réunion passaient par notre salle. Et il y a pas mal de nos collègues qui sont arrêtés. Je pense déjà par curiosité, voir tiens, il y a un nouvel atelier, qu'est-ce qui se passe ? Et ça permettait déjà de certaines personnes de découvrir l'atelier et des fois certaines personnes restaient un peu plus longtemps, écouter les discussions et essayer de comprendre ce qui se passait. En tant que dev, un gros avantage de l'example mapping, c'est que tous les exemples qu'on fait là, qu'on écrit, on va les transformer en ce qu'on appelle des test cases. Il y a des devs dans la... Ouais, du coup, tu vas pouvoir utiliser tes exemples pour transformer tes test cases. Typiquement ici, on a l'exemple où quand j'ai un compte qui est créé avec un email, si je tente de créer créer un compte avec ce même email, j'ai une erreur. Donc ça, en fait, on peut l'utiliser et le transformer directement en test case. Et en général, c'est ce que je fais, c'est je prends mes exemples, je écris un test et je le fais passer au vert. Typiquement ici, qu'est-ce que je fais ? Le given, je vais créer un compte. Voilà, l'exemple de code est hyper basique, mais je le mets dans mon petit repository, ce qui fait que je le charge en mémoire si on veut. À partir de là, je vais exécuter ma petite fonction qui représente mon use case, la création du compte, avec le fameux email qui est utilisé un peu au-dessus. Et qu'est-ce que je fais après ? Je vérifie qu'il y a bien une erreur. Et là, du coup, ce morceau de code ici, c'est la traduction de l'exemple que je vous ai donné. Donc, ce qui est cool, c'est qu'en fait, ça va faciliter et accélérer le dev. Parce qu'avant, ce que je faisais typiquement, c'est que je prenais une story qui, des fois, pouvait être limite un cahier des charges. Il fallait que je la relise, que j'en extrais tous les cas de tests, etc. Alors que là, maintenant, juste à prendre mon atelier d'example mapping, règle métier, je prends tous les exemples, je les fais passer un à un, et c'est beaucoup plus simple parce que j'ai pas à me poser la question du métier, des cas de tests, etc. On les a déjà dégrossis en équipe. Et je suis pas QA, mais pour le coup, ils peuvent faire aussi la même chose, s'inspirer de tout le boulot qu'on a fait, des exemples pour faire tous leurs tests. Maintenant, on va parler un peu du remote. Comme je vous disais, j'ai fait 90% des ateliers en remote. Et donc, avoir une table, c'est pas possible. Donc, il y a quand même des solutions. Il y a tout un tas d'outils comme ceux que j'ai le plus utilisé, c'est Miro. En gros, ça permet d'émuler un dashboard blanc virtuel infini sur lequel on peut placer tout un tas de post-it. Et donc ça fait très bien l'affaire. Alors il y a d'autres outils qui peuvent faire exactement la même chose. Donc ça, grosso modo, utilisez si vous faites du remote, utilisez les outils que vous utilisez. Mais en tout cas celui-là, moi j'en suis assez content et pour organiser tous les ateliers à base de j'ai besoin de mettre des post-it un peu partout, hyper efficace. En remote, ce qui moi me paraît assez important, c'est surtout dans les ateliers comme ça, c'est d'avoir la cam allumée. Tout simplement parce que une partie de la communication passe par le non-verbal et ça peut être aussi utile, par exemple pour l'animateur, s'il voit des petites réactions, des petites têtes bizarres, justement pour donner la parole à des personnes
ou vraiment valider que y a pas d'incompréhension et tout ça, quoi. Et après, à titre perso, moi je fais du full remote et c'est toujours plus agréable de parler à des gens qu'on voit en face que à des écrans noirs, quoi. Côté remote aussi, on a dû mettre en place un autre rôle pour faciliter nos ateliers d'example mapping. C'est le scribe. Parce que quand on est autour d'une table, toujours plus simple de se mettre d'accord parce qu'on est à côté les uns des autres. Donc si on voit quelqu'un écrire quelque chose, on le voit, quoi. Et du coup, c'est assez simple. Par contre, quand on est sur un board Miro, potentiellement, on peut avoir des gens un peu partout qui écrivent des post-it dans leur coin et ça peut vite être un peu bordélique, surtout quand on veut rassembler les idées, etc. Et c'est pour ça qu'on a mis en place cette notion de scribe. En gros, c'est quelqu'un qui était responsable d'écrire les post-it sur notre board Miro. Et un peu comme quand on fait du mob programming en tant que dev. En gros, le mob programming, c'est quelqu'un qui a le clavier, quelqu'un qui va guider la personne qui a le clavier et l'équipe qui justement qui peut débattre et qui va dire à la personne de ce qu'il doit écrire. En gros, on mutualise des cerveaux pour faire une tâche. Et ben là, en gros, c'était le même principe. C'est-à-dire que l'équipe pouvait débattre, mais il y avait qu'une seule personne qui allait écrire tous les post-it pour justement que ça soit un peu moins le bordel. Donc, et ça a permis de pouvoir faciliter les ateliers en remote. Et à partir du moment où les équipes étaient de plus en plus autonomes, efficaces, ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé les rôles. Parce qu'au début, c'est vrai que moi, j'avais le rôle d'animateur et scribe, où j'essayais de faire parler les gens, en même temps, je notais ce qu'ils disaient, etc. Notamment dans l'équipe où tout le monde venait de démarrer. C'était plus simple pour moi d'avoir les deux rôles et essayer de faire parler les gens pour les motiver. Mais bon, après, au bout d'un moment, je me suis dit, ça serait quand même bien de déjà lâcher le rôle de scribe, commencer à le faire tourner, et après, potentiellement, faire aussi tourner le rôle d'animateur pour impliquer vraiment tous les membres de l'équipe et pas avoir genre un chef ou des choses comme ça. Et c'était plutôt efficace. Bon, le seul rôle qui a pas tourné, c'est forcément celui qui était en charge de partager le savoir. Le product manager ou l'expert du domaine, lui, par contre, il garde toujours le même rôle sur cet atelier-là. Avant de conclure, je vais parler vite fait de mon petit blog, donc plutôt tech, pour être honnête. J'ai fait un petit article sur l'example mapping, mais c'est surtout si vous voulez récupérer mes slides, ça sera là-dessus. Donc, je te laisse flasher, yes. Donc ouais, les slides seront partagés là-dessus. Merci à... Tac. Bon, logiquement, de toute façon, vous pouvez déjà les récupérer parce que je l'ai déjà donné ce talk. Il y a Bordeaux et Nantes, c'est les mêmes slides. C'est bon. Je voulais remercier l'orga de m'inviter pour pouvoir parler de ce sujet. Remercier aussi les sponsors. En étant orga d'une conf, je peux vous dire à quel point les sponsors c'est hyper important, notamment en ce moment où les choses sont plus compliquées et récupérer de l'argent c'est plus compliqué. D'ailleurs, si vous voulez sponsoriser une conf agile dans le Pays Basque, n'hésitez pas à venir me voir. On peut discuter. Le feedback aussi, si vous voulez me donner du feedback sur la presse, n'hésitez pas, c'est le rôti. Et maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. J'ai vu plein de mains là. J'avais une question, mais je pense que j'ai eu la réponse au fil de la présentation. Donc en fait, on remplace la réunion de refinement qui dure 2 heures par plein de petites réunions de 3 amigos qui vont chacune prendre un bout du refinement. Effectivement, ça, au lieu d'avoir un gros truc où potentiellement tu vas enchaîner des stories ou tu dois poser une carte café parce que t'en peux plus, en fait tu vas avoir quelque chose de plus rythmé tous les jours ou pas, ça dépend le besoin. Et en fait moi c'est la sensation que j'ai eue, je savais que dans la plupart des cas on faisait ça après le daily, on se regroupait, on faisait le daily, après on enchaînait sur cette session là. Ce qui était bien, c'est que le format était assez interactif, on focalisait sur vraiment le métier. En général, il n'y avait pas de mock-up ou des trucs comme ça. Bon, ça c'est aussi un travail qu'on avait mis en place sur le fait d'arrêter de dire je clique là, ça fait ça, mais plutôt d'un point de vue métier,
ça doit faire ça, et c'est plutôt cool. Et après, moi, c'est la façon, clairement, je te l'ai exprimé de la façon dont moi je l'ai ressenti en tant que dev, arrêter des réunions, les refinements pour faire des example mapping. Donc forcément un biais. Peut-être que tu auras d'autres retours sur d'autres personnes qui n'ont pas fait ça, quoi, par exemple. Merci Arnaud. J'aime beaucoup ce talk. Je l'avais déjà vu en replay, mais je préfère en live. C'est plus intéressant. J'ai quelques petites questions, juste des confirmations. Donc on est bien d'accord, on parle de 30 minutes, mais par use case ou user story. Ouais. C'est ça. Ça, en gros, t'as une story et si tu mets plus de 30 minutes, ce qui peut arriver, franchement, moi, j'ai fait pas un atelier où il y avait besoin de plus de 30 minutes. Mais après, ça peut te dire que ta story, Oui. elle est grosse. Ou alors, si t'as quand même besoin de toutes les règles métiers, que tu peux pas la découper, bah, tu sais que là, t'auras sûrement une grosse story. Après, là, je te dirais, peut-être c'est de trouver un moyen pour la découper. Pour le but, ce qui peut être hyper intéressant, c'est vraiment avoir de tout petites stories que tu peux livrer. Comme ça te permet de potentiellement travailler sur ce qui est vraiment nécessaire en premier et après voir ce qui peut l'être moins. Parce que moi, je me suis déjà arrivé à faire des stories pixel perfect où tu sais, si t'avais un pixel qui dépassait, ça passait pas, on mergeait pas, quoi. Et en fait, je trouve que ça a peu de sens. Alors après, c'était dans un cas un peu précis aussi où c'est un peu du on-premise, t'avais pas de prod et tout ça, mais en fait, tu perdais un peu de temps à essayer de faire des trucs parfaits alors que tu pouvais déjà shipper quelque chose de simple qui répondait à un problème. Et même, tu vois, si ça partait pas un prod, tu peux avoir très bien ton product manager, des parties prenantes qui le testent et peut-être considérer que ça suffit. Au lieu de faire des trucs hyper compliqués, plus tu fais un truc compliqué, plus c'est compliqué à maintenir et potentiellement, bah après, des fois, des trucs qui servent à rien. Moi, ça m'est arrivé de maintenir des features qui servaient à que dalle, mais qui, dès qu'on devait changer les choses, le cœur de l'application, ça multipliait le temps par deux, parce qu'il fallait maintenir ce truc-là, parce qu'il s'était directement lié au cœur de l'application. Mais merci. Et j'ai deux autres questions, désolé. J'en ai pour 45 minutes, attendez, on va aller vite. L'example mapping inversé, entre guillemets, où tu passes d'abord par les exemples pour faire émerger les règles métiers. C'est combien de temps environ à vue de nez, parce que là ça prend plus de temps. Là ça dépend, hein. Ça peut être genre tu peux faire une semaine d'atelier d'exemple mapping quand tu t'as pas de scope défini, parce que quand nous on avait fait ça, tu vois, il y avait le métier était pas clair. Ce que je ferais clairement maintenant, c'est si je refais un atelier d'exemple mapping, je pense que j'irai parler d'abord au product manager, m'assurer que tout est clair, qu'il y a vraiment à minima les règles métiers qui sont définies, etc. C'est ce que j'avais pas fait à l'époque. En gros, c'est ce que j'en ai appris. Et mais ce cas-là, c'était vraiment lié au fait où soit l'équipe était nouvelle, soit on était en mode vraiment startup nation où tout enfin des sujets pouvaient popper comme ça en mode tiens, on a un problème, les ops sont en galère pour ça, il fallait trouver une solution et donc là même pour l'export du paiement, c'est même le product manager qui est arrivé vers l'équipe en disant j'ai un problème, j'ai besoin de plusieurs cerveaux pour qu'on réfléchisse en équipe. Et dans ce cas-là, on a plutôt commencé par faire des exemples. Après, on a pu déterminer ce qui était vraiment nécessaire ou pas en déterminant les règles métiers. Tu vois, typiquement, tu fais un export, tu mets des données dans le fichier CSV. Est-ce que tu as besoin de faire 100 millions de filtres pour que ça soit joli ? Pas vraiment. Et en fait, c'était toute cette partie-là qu'on avait un peu commencé à explorer en se disant peut-être que ça peut être utile. Au final, ça n'était pas du tout. Voilà. Et dernier point, est-ce que là, du coup, j'ai peut-être mal compris, où ça se casse dans un sprint, par exemple, est-ce que ça remplace le refinement ou pas du tout ? Ah non, on faisait plus de refinement. Ah oui. En fait, pourquoi se prendre la tête à faire des refinements quand t'as une session où au final tu dégrossis toutes tes stories. On est même allé avec une équipe. D'ailleurs, c'est la première équipe dans laquelle on a organisé ça et on faisait l'example mapping à l'inverse. Au bout d'un moment, bon, alors je conseillerais pas spécialement ça, mais le product manager n'écrivait plus de story, quoi. On arrivait directement en session d'example mapping où on parlait de sujet. Bon, il avait préparé les sujets en avant, hein. Mais les stories, c'était on faisait un atelier d'example mapping, screenshot de l'example mapping, c'était la story. En même temps, c'était tous nos critères d'acceptance et j'aimais bien ce principe-là. C'est on dégrossissait en équipe une story, bon, que le PM quand même avait dégrossi en amont sur le pourquoi et pourquoi on faisait tout ça. Donc, mais c'est juste qu'après, on réfléchissait et on créait en gros nos critères d'acceptance comme ça. Et moi, pour le coup, ça m'allait aussi. Enfin.
Du coup, moi, je voulais savoir, au départ, tu disais que vous faisiez des réunions d'1 heure et demie et que les gens parlaient pendant 1 heure d'autres choses. Et du coup, est-ce que tu as pu observer que c'était moins le cas dans des réunions d'une demi-heure, du coup, où les gens étaient plus focus sur la raison de la réunion? Bah oui, enfin après c'est pareil, hein, c'est la façon dont moi je l'ai perçu. Euh, de mon point de vue, c'est déjà on passait plus de temps à parler du métier que des fois. Après c'est peut-être que ça a évolué avec le temps ou un temps on nous présentait des stories, des mock-ups, des choses comme ça. Là après on avait fait un virage sur le fait qu'on parlait vraiment du métier. Ce qui est bien c'est que c'est beaucoup plus court. Donc on sait que on va pas se taper une réunion longue où on sait qu'on va souffrir. Enfin, je veux pas dire que tous les devs aiment pas ces trucs-là, mais c'est savoir qu'on va devoir parler de story, X story pendant 2 heures, etc. C'est moi je trouve ça vraiment lourdeau. C'est un point de vue, c'est mon point de vue. Après, peut-être que tout le monde le partage pas, mais là je trouve que c'était beaucoup plus simple. Déjà, on parlait en équipe sur un plus petit périmètre, et je trouvais que ça permettait de garder l'équipe plus focalisée sur justement le périmètre plus petit et éviter au bout d'un moment d'en avoir plein les bottes quoi. Et c'était une équipe de combien? Grosso modo, les équipes on devait être 4-5 devs, le PM, le M. Donc c'est à peu près ça. Et dans certains cas, on avait les QA ou pas. Ça dépend des équipes. Merci. Bonjour, merci pour ce retour d'expérience. Voilà, moi c'est quelque chose que j'aimerais bien mettre en place. En fait, j'avais surtout une question sur le travail qu'on doit amener avant cette cérémonie, on va dire. Tu dis que c'est le PO va amener le besoin, ça va être ça l'entrée, et c'est vraiment l'équipe qui va définir comment on découpe les US. Qu'est-ce qu'on met dedans, de trouver les exemples, etc. Ou c'est un travail qui doit être quand même fait un petit peu en amont. Alors ce que tu disais, hein, c'est voilà, si on fait trop en amont, bah on va plus discuter, ça va revenir un peu à un mode affinage. Et mais moi ce que j'ai peur là-dedans, c'est que derrière on est beaucoup d'incertitudes finalement, parce que si le travail n'a pas été approfondi, moi je suis PO et j'ai un billet qui permet justement d'approfondir un peu plus fonctionnellement les règles et les exemples et même un peu techniquement ce qui est faisable. Donc voilà, moi je me dis le rôle de billet finalement il est presque entre parenthèses et c'est surtout l'incertitude qu'on va avoir derrière lors de ces réunions-là, beaucoup d'incertitudes. Alors il y a deux choses. C'est déjà le contexte dans lequel j'ai fait, par exemple, des ateliers d'example mapping inversé ou le fait que tout n'était pas clair. Ça, je pense que c'est quand même assez lié au monde de la Startup Nation, quoi. C'est ça, il faut en être conscient. Et c'est pas le mode par défaut de l'example mapping. C'est un peu la façon dont j'ai présenté les choses, c'est-à-dire que le product manager arrive, liste les règles métiers, en discute avec l'équipe. Et ça implique quoi? D'avoir quand même une story qui est écrite, avoir des règles métiers, qu'il ait commencé à réfléchir à des exemples et qu'il puisse donner toute l'information à l'équipe. Et en fait, ce qui va découler après, ce qui est intéressant, c'est les discussions, où c'est là où les techs vont poser les questions, vont essayer de comprendre, etc., quoi. Donc moi, si je te conseille quelque chose, c'est effectivement continue ton boulot de PO, creuse le pourquoi, commence à poser les choses, faire en sorte d'avoir tes règles métiers bien définies avant d'arriver à l'atelier d'example mapping, commence à avoir soit les exemples en tête, soit au pire écris-les, mais après les restitue pas tel que tu pourrais restituer un fichier Excel à ton équipe. Parce que moi, quand j'ai organisé mon premier atelier d'example mapping, mon PM m'a sorti, je te fais un fichier Excel avec toutes les règles. Je fais non, on va faire différemment. Au final, on a fait la même chose que s'il nous avait fait un Excel, mais c'est juste qu'on a eu une discussion et qu'on a discuté, quoi. Et ça évite aussi le côté, je trouve, parce que moi j'ai déjà bossé avec des PO où justement les stories elles étaient carrées, hein. Mais t'avais limite un petit cahier des charges, quoi. Donc tu pouvais le discuter en grooming pour après repasser là-dessus parce que c'est des choses compliquées, métiers compliqués où il fallait que tu relises toute la story, que tu re-extrais tous les cas de test pour être sûr que tu avais bien compris parce que tu peux vite couper un truc quand c'est gros et tout. Donc toujours plus simple de prendre ce que je disais, tes devs, example mapping, tu prends en gros tous tes exemples, c'est des cas de test au final.
et tu lui écris ton test, tu fais passer les choses, etc. Et en fait, au bout d'un moment, tu dis cet exemple il est fait, et à la fin, t'es censé savoir ta story. Enfin, une fois que tu as dépilé toutes les règles métiers, tous les exemples, ta story, tu peux l'envoyer. Tu peux demander aux testeurs de tester s'il y en a un. Tu peux demander à ton équipe de faire des reviews. Ou si tu fais du pair programming, c'est encore mieux, etc. Merci. C'est Merci beaucoup Arnaud. Alors je vois qu'il y a encore des questions, mais il faut qu'on laisse la place maintenant. Ouais. Donc, merci beaucoup pour toutes vos questions et on se donne 10 minutes, enfin un peu moins de 10 minutes parce que maintenant on reprend à 25 avec Juliette ici et on reprend à 25 dans toutes les autres salles aussi de conférence. Merci.